Philippe Marchesin, vous êtes l'auteur du livre La politique française de coopération, je t'aide moi non plus. D'abord, comment vous avez pu amasser une telle somme d'informations, de rencontres, et comment vous avez ordonné toute cette matière pour servir cette idée du travail sur la politique française de coopération? Donc, ce travail, effectivement, a pris un certain temps, puisque en tout, cela a mobilisé une dizaine d'années. Il faut peut-être dire un mot de l'origine de ce travail, qui est sur un thème qui est très connu, hein, puisque l'aide publique au développement, c'est un thème où il y a eu beaucoup de travaux, mais je n'étais pas satisfait de ce, enfin, du résultat, si vous voulez, de tous ces travaux. Euh, je pensais qu'il y avait deux lieux communs qu'il convenait de remettre en cause. Un premier lieu commun centré autour de ce qu'on peut appeler la schizophrénie de l'aide publique au développement, c'est-à-dire le fait que dans tous les grands textes de l'aide publique au développement, que ce soit les lois, la loi de 2014, la loi qui vient d'être promulguée là il y a une semaine, mais aussi les grands textes du Comité international de la coopération, les textes du ministère de l'économie, etc., ont fait état à la fois de solidarité et d'influence. Donc voilà l'origine de cette idée de schizophrénie. En réalité, donc voilà, premier lieu commun qu'il fallait mettre à bas, me semble-t-il, c'est qu'on a surtout affaire à de l'intérêt. Bon, ça, je crois que c'est de toute façon assez évident et assez connu. Alors, pour Deuxième lieu rentrer au commun, cœur du sujet, c'est-à-dire oui, alors, qu'aujourd'hui, on est c'est-à-dire que vous le disiez, c'est-à-dire que la politique de l'aide au développement, c'est d'abord la lutte contre la pauvreté. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cette translation, en tout cas ce déplacement pour qu'on soit dans cet ailleurs qui explique les dérives que vous dénoncez? qu'est-ce qu'il explique? Bah, tout simplement le fait que chaque État recherche son intérêt. Alors cela, en l'occurrence, est masqué par un discours sur la solidarité, hein, puisque dans cet oxymore, si vous voulez, hein, dans cette double approche, la solidarité, bah, elle sert surtout au discours, et dans la réalité, c'est plutôt l'intérêt. Alors ça, c'est le premier lieu commun. Le deuxième lieu commun, c'est le flux unidirectionnel. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les définitions de l'aide publique au développement, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un transfert d'un point A vers un point B. Donc un flux unidirectionnel. Et dans ce travail, j'ai essayé de montrer qu'il s'agit en réalité d'un échange. Un échange où chacun va trouver son compte. Alors, sur la méthode, voilà les deux lieux communs. Sur la méthode, ce qui était votre première question, j'ai effectivement voulu prouver. Prouver pourquoi? Parce que bien, le sens commun, c'est, enfin non, pardon, tout simplement, il suffit oui, le sens commun, oui, ce sera de montrer que, évidemment, l'aide correspond à un intérêt. Mais ça semble assez évident, mais encore fallait-il le prouver, parce que j'ai constaté que dans de nombreuses réunions officielles, notamment, on fait état de ce geste de solidarité quand on parle d'aide publique au développement. Or, non, moi je voulais montrer qu'il s'agissait plutôt d'influence, et j'ai pour cela beaucoup travaillé aux archives, hein, où j'ai eu accès à un certain nombre de documents, notamment le Fonds présidentiel Giscard d'Estaing. Bon, entre parenthèses, il ne m'a pas donné accès au carton sur la République centrafricaine, allez savoir pourquoi. Et deuxièmement, on a passé beaucoup de temps avec de très nombreux étudiants, puisque le travail couvre une période de 10 ans, pour réunir de très nombreux entretiens, plus de 1000 entretiens en tout. Donc, avec ces deux pôles, si vous voulez, à une trentaine d'années de distance entre les archives et les entretiens, nous avons eu accès à ce qu'on pourrait appeler le parler vrai de l'administration. Et je dirais même que
ce n'est pas finalement les étudiants, ou ce ne sont pas les étudiants ou moi-même qui parlons, ce sont les responsables de l'aide, puisque à travers les archives et les entretiens, ce sont eux-mêmes qui parlent de l'aide. Et là, ça devient très intéressant parce que eux-mêmes disent que finalement, oui, on est complètement dans l'influence. Vous dites que le parler vrai à travers cette série de rencontres, mais en même temps, qu'est-ce qui explique ce storytelling où l'on est complètement dans un récit où l'on est complètement décalé par rapport à ce concept même d'aide au développement? Qu'est-ce qui explique cela? Alors, ce qui explique, c'est toujours le fait, si vous voulez, qu'on se situe dans la politique étrangère. Donc, encore une fois, dans ce qui correspond à l'intérêt du donateur et pas du receveur qui sont les pauvres des pays en développement. Parce que qui finalement va défendre les intérêts de ces destinataires théoriques de l'aide? Bah, en réalité, personne. Il y a peut-être quelques ONG qui ici représentent ces intérêts, mais ça ne va pas aller très loin. Donc, non, non, ce qui explique, si vous voulez, tout cela, enfin, à mon avis, c'est que ça a toujours été le cas, sauf qu'il y a 30, 40, 50 ans, on n'en parlait pas trop, en tout cas, c'était interne à l'administration, alors que depuis quelques années, c'est beaucoup plus audible. Alors, à cela, il y a deux raisons. Un, la montée des pays émergents, hein, c'est-à-dire, on pourrait dire, ce basculement du monde. Hein, et deuxièmement, ce sont les objectifs du développement durable qui font que on pourrait dire, tous en développement durable depuis l'adoption de ces objectifs en 2015. D'où la volonté de tirer la couverture à soi, tout simplement. Bon, alors, vous parlez, quand on regarde la multiplicité des acteurs, qu'est-ce qui explique cette convergence de tous les acteurs pour servir cette idée que vous dénoncez? C'est-à-dire on n'est pas tout à fait dans la solidarité, mais plutôt on est dans l'intérêt partagé. Oui, alors ça, si vous voulez, on retrouve cet élément dans toute la chaîne des décisions de l'aide au développement, puisque dès le premier acteur qui est le président avec l'impulsion de la politique de coopération, si on regarde bien les phrases, toutes les prises de position des 8 présidents de la Ve République, on voit bien qu'il y a ce souci de l'intérêt. Bon, je me souviens par exemple, alors en substance de ce que disait le général de Gaulle, tous ces pays à qui nous proposons enfin, de l'aide, pourquoi, disait-il, les aiderions-nous si cela n'en vaut pas la peine? Hein, bon, donc ça on le voit jusqu'à Macron qui parle de la diplomatie économique. La diplomatie économique, c'est le retour d'une certaine façon de l'aide à travers les entreprises françaises pour que ces dernières se développent. Donc, alors, ça, c'est le premier étage, je dirais, mais le deuxième étage, ce sont les ministères qui, avec leur logique, montrent bien qu'on est loin de la solidarité. En effet, quelle est la logique du ministère des Affaires étrangères? C'est une logique d'influence. Quelle est la logique de Bercy, du ministère de l'économie? C'est à la fois une logique d'économie, hein, c'est-à-dire je fais attention à mes sous, et une logique de retour sur investissement. Bref, quel que soit le ministère, ensuite il y a les ministères techniques qui chacun essaie d'avancer leur pion, eh bien on ne trouve pas la logique de solidarité. Et le seul ministère où on aurait pu en trouver, à savoir le ministère du développement ou de la coopération, tel qu'il s'est nommé jusqu'aux années 2000, et en tout cas jusqu'au premier ministère du mandat de Macron, jusqu'en 2017, puisqu'il n'y a plus de ministère de la coopération depuis 2017 ou du développement. Donc, on peut vraiment se poser la question, qui défend la logique de solidarité? C'est que, si vous voulez, même institutionnellement, il n'y a, pourrait-on dire, personne. Pourquoi? Parce qu'on pourra dire, oui, c'est l'AFD, l'Agence française de développement. Oui, justement, c'est-à-dire que Oui, pourquoi l'AFD incarne, selon vous, et toutes vos critiques vont dans ce sens, l'Agence française de développement. C'est-à-dire
est-elle elle-même, c'est un opérateur, est-ce qu'elle-même, elle est aussi l'origine de ce discours et de ce pouvoir d'influence? Alors, si vous voulez, vous l'avez très justement dit, l'AFD est un opérateur. Donc, elle agit sous la tutelle de trois, bon, en réalité deux grands ministères que sont les Affaires étrangères et le ministère de l'économie. Et je viens de le dire, les logiques de ces deux ministères ne sont pas celles de la solidarité, fondamentalement. Donc, l'AFD n'est que le bras armé de ces deux ministères, enfin le bras opérationnel. Donc, dès le départ, si vous voulez, de par sa constitution, elle ne peut pas faire autre chose. Par ailleurs, qu'est-ce que l'AFD? L'AFD, c'est une banque, ne l'oublions pas. Hein. Les ancêtres de l'AFD, qui ont existé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont toujours appelés caisses, caisse de la France d'outre-mer, caisse de centrale de coopération économique, etc., etc. Et ce n'est qu'au moment de la grande réforme de l'agence qu'elle s'est appelée agence, et à partir donc du début des années 2000. Et c'est à partir de ce moment-là que le chiffre d'affaires, en tout cas que le volume financier traité par l'AFD n'a cessé d'augmenter. Actuellement, on est quand même à près enfin, on est entre 10 et 15 milliards. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que l'AFD étant une banque, elle sait très bien faire des prêts. Elle le fait très bien vu qu'elle est bénéficiaire chaque année. En revanche, elle ne sait pas, elle n'est pas faite pour faire des dons. Et les dons, c'est quoi? Bien, le don, c'est, je dirais, l'essentiel de l'aide au développement. Alors, Puisque, justement, quel est le ratio entre prêts et dons dans le cadre de l'AFD, l'Agence française de développement? alors là, vous voyez, c'est très intéressant votre question parce que les mots sont piégés. En matière d'aide au développement, les mots sont piégés. On parle volontiers de dons. On parle de dons, mais attention, on va estimer que les dons correspondent à la mission aide publique au développement, c'est-à-dire 3 milliards sur les, je disais, 10 à 14 milliards, et on va restreindre l'aide publique au développement à ces 3 milliards, alors que, en réalité, l'aide au développement, c'est 10 à 15 milliards. Donc, ça, c'est un premier abus de langage. Par ailleurs, on va assimiler dons et subventions, alors que les vrais, si vous voulez, les vrais produits financiers destinés au développement et à la lutte contre la pauvreté, ce sont les dons, ce ne sont pas les prêts. Donc là, si vous voulez, il y a un vrai problème, c'est que l'AFD n'est pas faite pour faire des dons. Ce n'est pas son travail à la base, puisque c'est une banque. Or, le but de l'aide publique au développement, c'est justement de faire du don. Donc là, il y a une contradiction de Puis, départ. euh, euh, être encore dans la précision, c'est qu'aujourd'hui, cette évolution vers ce qu'on appelle la diplomatie économique, c'est que comment aujourd'hui définir ou faire un bornage des frontières entre tous les outils dont dispose la France et comment placer cette coopération. Alors, moi, là aussi, ce terme est très important. Diplomatie économique, je dirais que la diplomatie économique est la nouvelle doctrine du ministère des Affaires étrangères et au-delà, évidemment. Et cette diplomatie économique mise en place par Laurent Fabius en 2013 est devenue hégémonique. Et ce qui est, à mon avis, assez préoccupant, c'est que cette diplomatie économique se décline dans tous les secteurs. Hein, comme ça, eh bien, on aura affaire à la diplomatie culturelle, la diplomatie sécuritaire, la diplomatie environnementale, scientifique. J'ai même trouvé récemment dans des rapports la diplomatie sportive ou la diplomatie féministe, etc., etc. Le problème, c'est que si vous regardez la définition du mot diplomatie, il n'y a pas de place pour la solidarité. La diplomatie, c'est la défense de l'intérêt, point à la ligne. Donc, cette diplomatie économique qui devient hégémonique dans tous les secteurs limite, à mon avis, d'autant la dimension solidarité. Et ça, on peut le constater après sur le terrain, parce que moi, si vous voulez, j'ai quand même demandé aux étudiants d'interviewer des responsables qui ont un contact direct avec le terrain. Eh bien, quand on parle de diplomatie économique, c'est aux intérêts des entreprises françaises que l'on pense. Ce n'est pas du tout aux intérêts des plus pauvres des habitants de ces pays
qui sont encore une fois les destinataires théoriques. Attention, lisez la loi, vous verrez que dans l'article 1, en tout cas au tout début de la loi qui vient d'être adoptée là actuellement, la loi développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales, qui est la loi qui gère l'aide publique, enfin qui s'occupe de l'aide publique au développement, eh bien, on dit que l'objectif premier de l'aide publique au développement est de lutter contre la pauvreté, voire même la pauvreté extrême. Mais en même temps, on dit 2 lignes plus loin que que l'aide publique au développement, c'est aussi un élément de la politique étrangère de la France, qui là, si vous voulez, est complètement je voudrais mettre braqué sur l'influence. dans le Oui. contexte les autres instruments. Comment placez-vous, puisque cette politique doit être incarnée autour d'une réalité, comment placez-vous la place de l'Afrique dans cette relation France-Afrique? Comment voyez-vous cette coopération et est-ce qu'aujourd'hui on est dans un rapport biaisé avec cette Afrique dont on se réclame en permanence? En fait, oui, parce que si vous regardez les courbes de l'aide publique au développement et si vous regardez par exemple les 10 principaux bénéficiaires, vous constaterez que les principaux pays receveurs d'aide sont des pays émergents, sont des pays que l'on qualifie à la Banque mondiale des pays à revenus intermédiaires, tranche supérieure ou tranche inférieure. En tout cas, ce ne sont pas les pays les moins avancés qui sont très bien représentés en Afrique. Alors, certes, il y a... Bon, si vous regardez l'évolution sur 20-30 ans, vous verrez qu'il n'y a plus qu'un seul PMA dans les 10 premiers receveurs, c'est le Sénégal. C'est tout. Donc là, il y a vraiment une régression, je dirais, depuis 30-40 ans. Ça, c'est clair et net. Bon, par ailleurs, les pays d'Afrique qui reçoivent le plus d'aide, si vous regardez de près, vous verrez que ce sont les pays anglophones. Enfin, bon, il y a peut-être quelques pays francophones, mais les pays anglophones qui, en général, sont quand même mieux dotés économiquement, je pense par exemple au Kenya, je pense à ces pays d'Afrique de l'Est, je pense aux grands pays anglophones d'Afrique, Afrique du Sud, Nigeria, etc., sont quand même des pays vers qui l'aide s'est un peu déportée, dans la mesure où les pays francophones, qui sont certes qualifiés de pays prioritaires, sont en fait pas des pays prioritaires pour recevoir l'aide de la France, mais des pays prioritaires dans le sens que donne le ministère, des pays prioritaires dans le sens de l'influence de la France. Vous voyez, mais pas forcément dans le sens de receveur. Oui. Dans un monde extrêmement concurrentiel géopolitiquement, c'est-à-dire que chacun aujourd'hui essaie de faire du soft power, d'influencer, d'imposer. Faut-il rester inerte et ne pas faire évoluer les concepts et les pratiques autour de cette aide au développement, selon vous? Oui, non, moi, si vous voulez, je ne conteste pas le fait que l'aide puisse servir, en tout cas l'aide, en tout cas ce qui correspond à ce qu'on appelle aide, je conçois très bien qu'on puisse faire du commerce, puisque c'est ce qu'on fait actuellement. On fait surtout du commerce. Donc, pourquoi pas? Mais dans ce cas, il faut être clair. Pourquoi annonce-t-on que l'objectif premier est la lutte contre la pauvreté si c'est pour faire du commerce par la suite? Alors là, moi, ce que je proposerais, par exemple, c'est de bloquer une certaine somme. Pourquoi pas? Alors je dis peut-être une somme au hasard, mais enfin, pas vraiment au hasard, mais pourquoi pas 1 milliard, par exemple, 1 milliard de dons, mais réellement attribués à la lutte contre la pauvreté. Vous voyez, 1 milliard qui serait du don et qui serait concentré sur l'éducation de base, la santé primaire, et ce genre de choses. Vous voyez, l'aide, par exemple, je pense à un projet de ferme agricole au Sénégal qui s'appelle Kaidara, qui fonctionne très bien, qui crée de l'emploi, qui fait de l'agriculture agroécologique, qui est très vertueux, mais qui, m'a-t-on expliqué, ne reçoit pas de fonds de l'AFD parce que c'est un projet trop petit. Donc, à l'AFD, on explique qu'on met autant d'énergie à étudier un grand projet qu'un petit projet. Donc, que fait-on? Eh bien, on va se concentrer sur les grands projets, mais qui n'ont rien à voir avec la lutte contre la pauvreté.
On a Donc, envie oui, d'élargir l'angle, c'est-à-dire que comment votre démarche est très utile si on la compare aux autres acteurs comparables à l'AFD ou à la coopération économique. Comment faites-vous pour avoir cet effet miroir? l'effet miroir par rapport aux autres acteurs des autres pays, vous voulez dire? Bien sûr, oui. D'autres pays? Ben, en fait, moi, je pars du principe que les autres pays font la même chose. Et tous les pays qui coopèrent, entre guillemets, ben, font la même chose, c'est-à-dire, ben, alors si on veut un peu caricaturer, donnent d'une main et reprennent de l'autre. Oui. Le problème qui existe depuis l'origine de l'aide, c'est que l'excuse définitive, si vous voulez, la justification, c'est de dire ah mais si je ne fais pas comme ça, les autres de toute façon le font, donc c'est moi qui serai perdant. Donc oui, ça c'est très important. Ben, il faudrait, oui, effectivement, qu'à un moment donné, quelqu'un commence à dire faisons ce qui correspond à ce qui est écrit, à ce qui est même voté, puisqu'il s'agit en réalité de cette loi qui a été votée récemment, et faisons ce qui est déclaré même par l'OCDE, par le Comité d'aide au développement, qui centralise toutes les informations sur toutes les aides, enfin les aides des pays de l'OCDE. Eh bien, faisons cela, mais faisons-le en direction des destinataires supposés de l'aide. Et je vous prie de croire que ça pourrait changer les choses. Mais à ce moment-là, séparons bien ce qui relève de la politique étrangère dans l'intérêt, on va dire, des donateurs directement, et ce qui serait destiné aux personnes qui, théoriquement, doivent recevoir l'aide. Voyez. Donc, ça, à mon avis, il faudrait bien faire la différence. Et actuellement, on est dans une espèce d'amalgame, de confusion, qui fait que c'est l'administration qui décide au dernier moment ce qu'elle va faire. Mais je prends un seul exemple. On va dire que, par exemple, on va faire des dons en faveur de l'éducation. Mais qu'est-ce que c'est les dons en faveur de l'éducation? C'est en fait le financement de la francophonie. Est-ce que c'est de la solidarité? Non, désolé, la francophonie, c'est de l'influence. Au-delà des 684 pages extrêmement riches contenant des éléments d'information de première main, euh, où peut-on aller pour réformer? Est-ce que c'est encore, on a encore le temps pour réformer? Ah, il faut réformer, ça veut dire complètement renverser les choses. Alors là, on pourrait vraiment utiliser le terme qu'Emmanuel Macron avait utilisé pour son livre, hein, révolution. Ça, c'est une révolution. Le livre qu'il avait publié. Si vous voulez, là, par exemple, on vient de passer 3 ans pour faire cette loi, mais en fait, non, on n'avance pas. Il y a peut-être deux éléments nouveaux. Bon, on nous dit qu'il y a 0,55% du PNB en 2022 et on s'efforcera d'aller vers 0,7 en 2025. Bon. Et puis, bon, il y a 2-3 créations institutionnelles, Conseil du développement, etc. Mais non, ce n'est pas ça qui va changer les choses. À mon avis, ce n'est pas un problème quantitatif, ce n'est pas un problème de pourcentage. La preuve, c'est que j'ai même retrouvé dans les années 60 des tableaux, des statistiques qui montraient que la France était au-delà de 1%, ce qui est inimaginable même actuellement. On était à plus d'1%. Alors, pour être complet, il faut dire que la moitié de cette aide allait vers les dom-toms. Hein. Donc, c'était de l'aide de la France à la France, ce qui n'était pas du tout correct. Hein. Bon, Et voilà. est-ce qu'aujourd'hui, vous avez passé en revue 8 présidents à travers cette politique? Comment caractérisez-vous l'ère Macron? Est-ce qu'il y a une singularité? Ben, pour Macron, moi, je reprendrai volontiers ce que Bertrand Badi, le professeur de Sciences Po là, qui vient de partir à la retraite, avait écrit dans un article du Monde. Il avait écrit si je devais noter l'étudiant Macron, je lui donnerais 18 en dissertation, mais pas la moyenne en travaux dirigés. C'est-à-dire que sur la pratique, désolé, mais il est gentil. C'est bien, c'est gentil ce que dit Macron. Regardez les discours de Ouagadougou, tous les discours aux ambassadeurs, etc. Bon, moi j'ai trouvé des choses vraiment bien. Et il a écrit, il faut par exemple, enfin il a dit, il faut aller vers les populations, il faut répondre aux besoins des populations, il faut une aide directe. D'accord, mais concrètement, c'est pas ce qui se passe quand on interroge
les étudiants, certains de mes étudiants ont interrogé des membres d'ONG qui étaient au Sahel actuellement, qui travaillent, enfin, qui ont interrogé des responsables sur l'Alliance Sahel. Mais ce n'est pas ce qu'on nous annonce. L'aide, si vous voulez, moi je dirais, pour paraphraser un slogan publicitaire, il faudrait faire la logistique du dernier kilomètre. Hein, c'est-à-dire que être sûr que l'aide arrive au bout. C'est ça qu'il faut chercher. Philippe Marchesin, je rappelle que vous avez écrit un excellent livre qui s'appelle La politique française de coopération. Je t'aide, moi non plus, avec un clin d'œil et presque une boutade, en fait un pied de nez, je dirais. Je vous remercie d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci à vous.